Verson, tout à côté de Caen. C'est dans cette demeure que depuis plus de 20 ans, Léopold Sédar Senghor vient goûter au charme de l'été normand. Pouvait-on hier parler de vacances pour le président? Peut-on aujourd'hui parler de repos pour l'homme d'État en retraite? L'esprit de méthode et d'organisation ne désarme jamais. Je suis resté très paysan, je me lève à 6 heures du matin. Et à 8h30, je descends dans ce bureau pour travailler. Et je travaille de 8h30 à midi avec une pause à 10h. J'en profite pour faire un tour de jardin, un tour de parc avec ma femme. Et ensuite, après la promenade, j'écris des œuvres où intervient la raison discursive. Actuellement, je suis en train d'écrire une préface pour le fameux discours de Rivarol sur l'universalité de la langue française. On m'a demandé de préfacer une nouvelle édition. Naturellement, je fais de ce discours une lecture négro-africaine, comme toujours. Et l'après-midi, de 2h30, de 14h30 à 16h, 16h30, je fais mon courrier. Et de 17h à 19h, je corrige le manuscrit de Liberté 4 que je vais donner à l'imprimeur à la fin de l'année. C'est grâce à cette variété de mon programme que je peux être efficace. Vous n'avez jamais vu l'angoisse de la page blanche? Devant une dissertation, devant un discours discursif, oui, mais pas devant un poème. Et votre inspiration vous tient compagnie à coup sûr chaque matin. Vous arrivez là et ça y est, vous pouvez écrire, vous pouvez créer. Seulement, j'ai d'abord senti que le poème était mûr, que l'enfant était prêt à naître. Le premier jet est très rapide. Je ne réfléchis pas. Je ne me demande même pas qu'est-ce que je veux dire. C'est après seulement qu'en me relisant, je découvre ce que je voulais dire. Mais l'essentiel n'est pas dans ce qu'on écrit, l'essentiel est dans la manière que l'on écrit. Le Peul du Sénégal définit le poème des paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. Un visiteur s'est annoncé, surprise. C'est un notable religieux venu tout exprès d'Afrique pour rencontrer qui au fait? L'ex-président, le poète, disons tout simplement l'aîné, le sage. L'accueil est fraternel. L'hommage de ce musulman est d'autant plus remarquable que Senghor le Sérère appartient à la minorité confessionnelle dans son pays. Les chrétiens ne représentent en effet pas plus de 10% de la population sénégalaise. On s'entretient en Wolof. M. Senghor prête une extrême attention aux propos de son hôte. La courtoisie africaine trouve comme un cadre naturel dans ce décor emprunté à une autre noblesse, celle des ancêtres normands de Madame Senghor, propriétaire de cette demeure. Léopold Senghor a dû attendre plus de 20 ans pour pouvoir épouser religieusement Colette Hubert, sa seconde femme. Au terme d'un long procès devant les instances ecclésiastiques, son union avec Ginette Eboué, la mère de ses 2 premiers fils, fut déclarée nulle par Rome. Le fait n'est pas fréquent dans l'Église catholique. Parmi les portraits de famille, une photo surprend. La voici. J'ai laissé la photo du Shah d'Iran pour montrer que je suis fidèle à mes amitiés. Mais après la chute du Shah d'Iran, j'ai dit que je ne le reniais pas, que c'était mon ami. Il n'était pas parfait, mais son grand mérite avait été de vouloir moderniser l'Iran. Avez-vous été un peu scandalisé par une sorte de trahison dans l'amitié dont ont fait preuve un certain nombre de personnes, avec par exemple le Shah d'Iran? Ah, mais bien sûr, je suis toujours scandalisé par la trahison. Et je pense que cette fidélité dans l'amitié, ce sens de l'honneur,
C'est capital pour moi et c'est très sénégalais. Fidèle à lui-même, M. Senghor, lorsqu'il s'accorde un moment de détente, choisit des loisirs actifs. On tire au sort dans son escorte l'honneur d'échanger quelques balles avec lui sous le regard bienveillant de son épouse et de sa secrétaire. L'alerte septuagénaire se défend ma foi fort bien. Il y a une chose que vous aimez beaucoup en Normandie, m'avez-vous dit, c'est la lumière. Ah, c'est la lumière. Pas la lumière du mois d'août, mais la lumière de septembre, une lumière transparente. Et entre 18 et 19 heures, nous sommes là, sur la pelouse. Et si vous voulez, je regarde la lumière et je suis heureux. Et je m'imagine que la lumière du paradis doit être de cette qualité. Naturellement, comme toujours, je fais le rapport entre la transparence de la lumière au Sénégal après la pluie d'hivernage et la transparence de la lumière en Normandie en septembre. Et il y a quelques 4500 kilomètres qui nous séparent et qui nous unissent en même temps. Le 7 juin 1981, coup de tonnerre dans le ciel bleu. Philippe, le fils chéri, l'enfant unique de Colette, l'aimé, Philippe meurt à Dakar après un accident de voiture. Je pense que le plus grand malheur, c'est de perdre son fils. Aucun mot ne peut consoler. Heureusement que nous sommes la foi, que nous avons la foi, que nous sommes des chrétiens. Et le Christ nous a promis la résurrection. Et c'est cela qui nous console. Et d'autre part, j'écris pour perpétuer la mémoire de Philippe. Ma femme garde le poème, le manuscrit, toutes les versions du manuscrit, et actuellement, elle est en train de réunir les souvenirs de Philippe, et c'est la plus grande consolation. Ce sera la plus grande consolation pour elle. Hors de ce fait que nous espérons le revoir au jour de la résurrection des morts. Il n'y a pas eu une trace de révolte chez vous lors de la mort de Philippe? Si, naturellement. Et vous vous en apercevrez en lisant le poème. Quand le médecin nous a dit « il n'y a plus rien à faire », ma réaction, ça a été dit « ce n'est pas possible, mon fils n'est pas mort ». Et sa mère, est-ce qu'elle a accepté comme vous? Sa mère a d'abord été très courageuse, plus courageuse que moi. C'est maintenant qu'elle fait de la dépression, maintenant qu'elle retrouve la maison familiale dont elle a hérité, qu'elle avait commencé d'arranger pour Philippe et qui est maintenant vide. Et chaque coin, chaque allée, chaque branche nous rappelle Philippe. Dakar, un jour de décembre 1981. C'est la bonne saison. Monsieur et Madame Senghor regagnent la terre d'Afrique. Cissé Dia, le président de l'Assemblée nationale, qui vient, lui, de perdre subitement sa fille, s'avance pour accueillir son vieux compagnon. Leur accolade sera très fraternelle. Retrouvailles de Francis, le fils aîné, et d'une nièce.
Ce n'est plus la grande escorte présidentielle, mais la gendarmerie est encore là. Léopold Sédar Senghor va retrouver sa villa située dans le quartier de Fann, face à l'océan. Les Sénégalais ont baptisé l'édifice les Dents de la Mer. Cet emprunt populaire au cinéma contemporain n'a pas déplu au poète propriétaire qui semble reprendre à son compte ce titre de film pour désigner les lieux. L'architecte a vu grand. Le fait est qu'après avoir habité 20 ans au palais de la présidence, on peut ne pas se sentir à l'étroit dans cette maison. Dans leurs vitrines, les collections rapportées de voyage évoquent un peu toutes les cultures du monde. L'Afrique y tient une place de choix. Ceci est le bureau intime du poète. Il est situé à l'étage. Le maître y travaille, mais n'y reçoit pas. Je sors peu. Vous voyez, comme j'ai de l'espace dans ma maison de Fann, je me promène dans le jardin, je me baigne, mais je sors très peu. Je sors très peu, pourquoi? Parce que, ayant été président de la République du Sénégal et voulant vraiment prendre une demi-retraite, je veux avoir du temps pour travailler. Comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, c'est par hasard que je suis tombé dans la politique. Quand j'étais élève au lycée Louis-le-Grand, mon ambition, rien moins, c'était d'être professeur au Collège de France et poète. Et actuellement, étant tombé en politique, étant entré en politique, comme on entre en religion, évidemment, j'ai dû renoncer à mes ambitions universitaires, bien que j'ai été professeur de linguistique négro-africaine pendant 15 ans, n'est-ce pas, dans le cadre de l'université de Paris. Mais enfin, l'essentiel, je voulais être poète et j'ai été poète et je continue d'écrire des poètes. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est l'œuvre littéraire, c'est pas l'œuvre politique. Au lycée Louis-le-Grand, à 23 ans, premier accessite de gymnastique. Un bon demi-siècle plus tard, la forme est entretenue. J'ai voulu choisir une maison de style soudano-sahélien. Comme je vous l'ai dit, depuis l'indépendance, nous avons créé, entre autres, une nouvelle architecture qui se caractérise essentiellement par les parallélismes asymétriques et ma maison en est un bon exemple. Et voilà. Voilà. C'est gagné. Combien de tours? 10. Tous les jours? Ah non, en général, je fais 15. À l'âge de 70 ans, je me suis dit quand même, avec toutes les économies que j'ai faites, je vais en empruntant me construire une maison pour ma retraite. Vous avez dû vous endetter? Mais bien sûr. Vous avez des soucis de retraité comme tout le monde, alors? J'ai des soucis de retraité comme tout le monde. Heureusement, n'est-ce pas, que j'ai une pension je reçois une pension substantielle de l'État français. Plusieurs mandats de député à l'Assemblée nationale, 15 années d'enseignement supérieur, une retraite de chef d'État au Sénégal, la première du genre en Afrique probablement, le poète ne travaille pas par souci matériel. Du rentier, on ne lui connaît pour l'instant que le rite d'arroser les fleurs de cette terrasse, près de son bureau. Vous m'avez dit, en Europe, je ne peux pas travailler. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Mais en Europe, j'appartiens d'abord à plusieurs sociétés scientifiques, à plusieurs académies, et je suis tout le temps sollicité pour écrire un article, faire une conférence, participer à un congrès, à un colloque, tandis que ici, on sait que j'ai pris ma retraite. Je reçois 2 ou 3 personnes chaque jour
sur rendez-vous et je suis tranquille et je peux travailler. Et puis personne n'est prophète en son pays, je ne suis pas une curiosité pour mon pays. Retour l'espace de quelques heures au royaume d'enfance, près de Joal, à 100 km de Dakar. Passant à Ngazebil, nous suggérons à M. Senghor de faire halte à l'improviste, au lieu même de ses toutes premières études. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes professeur de latin? Oui. Bon, oui. J'essaie de me retrouver. Ah bon, là, vous aviez... Ça, c'est actuellement le bâtiment des professeurs. Oui, mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Parce que j'étais ici entre 1914 et 1923. Et nous avions une fontaine au milieu. Et de là où, n'est-ce pas, nous voyons les châtirs venir boire. Ah oui, tout ça, c'est... Et vous? Ça, c'est un vrai serrère, on le voit. Comment vous appelez-vous? Edouard Diouf. Edouard Diouf. Et bien, vous voyez, Diouf, c'est le nom le plus serrère. Fadioud. Fadioud, oui, mais justement, il a le type de Fadioud quand je l'ai vu. Voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien. Mais j'ai appris que maintenant, mais on ne peut plus mettre les candidats, n'est-ce pas, au séminaire parce qu'ils sont trop nombreux, mais on n'est jamais trop nombreux, vous savez, pour être un militant. Parce que vous voyez aujourd'hui ce qui fait la grandeur de l'homme et ce qui distingue l'homme des animaux, c'est que l'homme a un idéal. Vous voyez, c'est que l'homme a dans son esprit l'idée de perfection. N'est-ce pas? On le dit, Celi enarant gloriam Dei. N'est-ce pas? Les cieux racontent la gloire de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'univers, c'est l'envers visible de la réalité. Il y a l'envers invisible et il y a toujours des correspondances entre le visible et l'invisible. Et on traduit les sentiments, les idées au moyen d'images. C'est ça le poète. Vous voyez, c'est ça le poète. Celi enarant gloriam Dei. Et puis, à Joal, c'est la visite à la maison natale, le plus familier des musées, où veille le plus fidèle des gardiens. Seeram. Benoît. Benoît Faye. Seeram Diam. Mrak Diago. Sawa Kër Diam. Mrak Senghor. Diam rek. Senghor. Faye. Jërëjëf Senghor. Jaajëf Sawal. maa ngi la gërëm di la sant. Ah. Depuis 1972. Waaw. c'est commencé la maison lundi le 25 mai 1972. C'est nous qui avons fait tous les tuiles en 1972. Les maçons recimentaient les murs en 1972. Ah, c'est très bien. Ici au puits. Mais on a bougé le puits. Je te suis très reconnaissant. Merci, merci, félicitations. Senghor. Jërëjëf. Senghor. J'ai dit que je voulais, après ma mort, être enterré profond dans la terre natale, dans la terre sérère. Mon père a été enterré ici et je voudrais moi aussi reposer au cimetière de Joal avec ma femme et mon fils Philippe. Je pense que ce sera une récompense si après ma mort, je vis au milieu de mon peuple paysan. Ici sera bouclée la boucle. Y a-t-il plus beau testament, plus belle prière qu'un poème? Seigneur de la lumière et des ténèbres, toi, Seigneur du cosmos, fais que je repose sous Joal l'ombreuse, que je renaisse au royaume d'enfance bruissant de rêve, que je sois le berger de ma bergère par les tannes de Guilor où fleurissent les morts. Que j'éclate en applaudissements quand entre dans le cercle Teningaré et Tiagoumdiaré. Que je danse comme l'athlète au tam-tam des morts de l'année. Ce n'est qu'une prière. Vous savez ma patience paysanne. Viendra la paix, viendra l'ange de l'aube, viendra le chant des oiseaux inouïs, viendra la lumière de l'aube. Je dormirai à l'aube, ma poupée rose dans les bras.
Ma poupée aux yeux verts et or, à la langue si merveilleuse, la langue même du poème. Voilà, Monsieur le Président, votre vie aujourd'hui et la poésie, nous en parlerons tout à l'heure. Mais justement, à ce sujet, vous disiez tout à l'heure à Guy Ackermann que vous êtes entré en politique un peu par hasard et qu'en fait, vous rêviez d'être professeur au Collège de France. Mais vous êtes resté 35 ans en politique. Alors, si vous y êtes entré par hasard, vous y êtes resté par goût du pouvoir, par goût de l'action, pour quelle raison? D'abord, c'est au lycée Louis-le-Grand, quand j'avais pour camarade sur la même table Georges Pompidou. C'est au lycée Louis-le-Grand que nous nous mettions à rêver. Naturellement, le premier objectif était de passer avec succès le concours de l'agrégation. Ensuite, de faire une thèse de doctorat d'État pour entrer au Collège de France. Vous voyez, nous n'étions pas modestes et nous avions des ambitions, mais ce n'étaient pas des ambitions politiques. Et donc, je n'ai pas été professeur pendant 15 ans seulement, j'ai été pendant 10 ans professeur de lycée. J'ai enseigné le français, le latin et le grec. Et pendant 15 ans, j'ai enseigné dans le cadre de l'Université de Paris les langues et les civilisations négro-africaines à l'École nationale de la France d'outre-mer. Et c'est pourquoi j'ai une retraite de professeur de l'État français, mais aussi une retraite d'ancien député. Ça me permet de payer mes dettes, car il a fallu m'endetter, vous l'avez vu tout à l'heure, pour construire ma maison de retraite. Donc, j'étais en 1945, j'étais au Sénégal pour ma thèse complémentaire qui avait pour thème la poésie orale sérère. C'est au cours de ces vacances que la Fédération socialiste du Sénégal m'a demandé de me présenter au poste de deuxième député du Sénégal. Alors j'ai hésité pendant un mois. Encore une fois, je n'étais pas dépourvu d'ambition, mais mon ambition, donc, c'était d'être en même temps poète et professeur. Pour moi, d'être député, mon Dieu, ce n'était pas particulièrement glorieux. Bon, j'ai été élu en 1945 à 1946 dans l'hebdomadaire Gavroche. Le 10 août 1946, j'ai donné une interview où j'assignais comme but de mon action politique l'indépendance du Sénégal dans l'amitié avec la France. En 1958, à 1959 exactement, j'ai été, sauf Sékou Touré qui avait fait voter non, j'ai été le premier homme politique de l'Afrique noire francophone à demander l'indépendance de son pays, en l'occurrence l'indépendance de la Fédération du Mali. J'ai été élu le 5 septembre, vous l'avez entendu tout à l'heure, comme premier président de la République du Sénégal. L'année suivante, je me suis mis d'accord avec ma femme pour ne pas me représenter en 1965. Mais, vous l'avez vu également, en 1962, le président du Conseil, Mamadou Dia, a essayé de faire un coup d'État. Bon. J'ai été obligé, à ce moment-là, d'instituer le régime présidentiel et de chercher un futur remplaçant. Celui-là, je tairai le nom, m'a déçu. Et il m'a fallu chercher un troisième remplaçant. J'ai fini par le trouver en la personne de Abdou Diouf. Je l'ai éprouvé. J'avais l'intention de me retirer en 1978. Il s'est trouvé qu'en 1977, il y a eu une sécheresse. Je ne pouvais pas partir après cette saison et j'ai renvoyé mon départ en 1980. En 1980, j'ai averti Abdou Diouf en janvier. Il y a eu une année de sécheresse, mais c'était trop tard. Je l'avais averti de mon départ. Voilà qui explique
pourquoi je n'ai pas démissionné avant 1980. Mais encore une fois, ce n'est pas par modestie, il y a tout simplement que pour moi, la gloire politique, ce n'est pas le principal. Vous n'avez pas été tenté, comme d'autres hommes d'État en Afrique, à rester président à vie, à garder comme ça le pouvoir et ses avantages? Non, pas du tout. Un député, Moussa Mbeng, qui est toujours député, a voulu déposer un jour un projet de loi me nommant président à vie. J'ai refusé. Lorsque vous avez prôné, vous avez réclamé l'indépendance, on le rappelait tout à l'heure, vous l'avez prôné par des voies pacifiques et non pas par la violence. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous n'avez pas tenté d'obtenir autrement, comme d'autres le réclamaient, l'indépendance de leur pays? Mais parce que je pense que ce n'est pas le plus efficace. Mon pays aurait été détruit, justement, dans une guerre, et ça aurait été un handicap terrible. Vous voyez, nous sommes de la zone soudano-sahélienne. On vous l'a dit, en 20 années d'indépendance, nous avons eu 11 ans de sécheresse. Malgré cela, de 1960 à 1979, nous avons multiplié par 3 le revenu par tête d'habitant et le nombre d'emplois salariés. Pourquoi? Mais parce que, justement, rien n'avait été détruit. Nous étions le pays le plus industrialisé de l'Afrique francophone jusqu'à présent. À l'indépendance, le revenu à l'indépendance, l'industrie représentait 18% de la production intérieure brute. Maintenant, l'industrie représente à peu près 28%. Vous êtes un peu quand même un personnage exceptionnel en Afrique. J'entends par là, vous avez quitté le pouvoir démocratiquement, vous avez accompli une certaine réussite sur le plan de votre pays, alors que, disons, l'image que les Européens ont de l'Afrique, c'est plutôt l'image d'autres hommes d'État. Idi Amin Dada, Bokassa, les échecs en Afrique, les crises en Afrique, les coups d'État, la militarisation. Comment ressentez-vous, vous, en tant qu'Africain, cette espèce d'échec africain ou le fait que l'Afrique est très mal partie, alors que vous, au Sénégal, avez relativement réussi? Il y a d'abord, le Sénégal a eu la chance. Et moi, j'ai eu la chance. Vous savez, dans la vie, on a la chance ou on n'a pas la chance. J'ai eu la chance d'être né dans une famille aisée, de faire des études secondaires et supérieures. Comme chef d'État, j'ai surmonté 2 tentatives de coup d'État sans faire tirer un coup de fusil. Quelqu'un a voulu m'assassiner, a essayé de tirer à 1 mètre de moi, l'arme s'est enrayée. Il y a des gens qui ont la chance et d'autres qui n'ont pas la chance. Bon. D'autre part, nous étions en 1959 la plus vieille colonie, puisque Saint-Louis du Sénégal a été fondé en 1659. Au milieu du 19e siècle, et nous avions déjà l'enseignement secondaire. Et il y a plus de 100 ans que nous avons eu des Sénégalais dans les plus grandes écoles françaises, des polytechniciens en particulier. Donc, nous avons eu la chance d'avoir subi plus longtemps que les autres, d'avoir assimilé l'esprit de méthode et d'organisation de l'Europe. La plupart des militaires qui ont fait des coups d'État, ce n'étaient même pas des officiers, n'est-ce pas? C'était des sous-officiers. Et c'est l'armée sénégalaise et le corps le plus fidèle de la nation, c'est que justement, très tôt, nous avons eu des Sénégalais dans les écoles militaires françaises. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Les coups d'État, ce n'est pas le hasard. Maintenant, évidemment, superficiellement, l'Afrique est mal partie, comme le disait un agronome célèbre, et on dit, c'est la faute des Africains. Vous voyez ces gens-là, c'est des sauvages, ils n'ont pas de civilisation. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Tout d'abord, on a détruit nos civilisations. Je vous rappelle que la première civilisation humaine, la première civilisation historique,
avec la première écriture est né en Afrique, en Haute-Égypte, dans une Égypte qui était noire. Car au livre 2 de ces histoires, Hérodote, le père de l'histoire, écrit que les Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. Eisigar melanchroes kai olutrikes. Et aujourd'hui encore, vous savez très bien, aujourd'hui, ce n'est pas la couleur de la peau, la forme du crâne qui indique la race, c'est le tableau numérique des groupes sanguins. Aujourd'hui, les tableaux numériques de l'Égypte et du Sénégal sont à peu près semblables à 1 ou 2 points près. Et pourtant, l'Égypte a reçu du sang latin, du sang grec, du sang perse, du sang hittite, etc., etc. Donc, et vous savez, aujourd'hui encore, et que l'esthétique du XXe siècle porte la marque de l'art nègre. Et aujourd'hui, la musique contemporaine a été influencée par la musique noire, par le détour du jazz. La danse, aujourd'hui, Béjart, que vous avez vu, est en train de révolutionner le ballet, n'est-ce pas? Béjart, c'est le fils de Gaston Berger, le fondateur de la prospective, était un métis franco-sénégalais. Donc, on ne peut pas dire que nous n'avons rien apporté à la civilisation de l'universel, mais ce qui nous a ruiné, ce qui a ruiné notre culture, c'est la traite des nègres, qui a duré 3 siècles et demi. Les spécialistes ont calculé qu'en 3 siècles et demi, 20 millions de Noirs ont été déportés aux Amériques. Et comme il y avait pour 1 million de déportés, pour un déporté 10 tués, il y a eu 200 millions de morts. C'est le plus grand génocide de l'histoire. Donc, voilà, n'est-ce pas, notre handicap au départ. Mais soyons sérieux. Examinons objectivement les résultats. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un pays pauvre. Nous avons eu 11 ans de sécheresse sur 20 et malgré ça, nous avons multiplié par 3 le revenu par tête d'habitant. Ce n'est pas rien. D'autre part, mais le Sénégal est un peu une exception. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, bon, le le Nigeria. Sénégal et la Côte d'Ivoire parce que nous avons eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir eu plus de cadres que les autres. Est-ce que ça n'est pas aussi, si vous me permettez, je dirais un choix de régime? J'entends par là, vous avez adopté un socialisme très modéré. La Côte d'Ivoire a adopté une voie, je dirais, d'un capitalisme libéral. Est-ce que c'est une des explications à vos yeux? Je crois que c'est une des explications. Par exemple, actuellement, si vous regardez les pays les plus prospères, voyez la Tunisie, le Maroc et en Afrique noire, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Ce sont des régimes qui se réclament du socialisme démocratique ou du capitalisme libéral. Comme vous le savez, je suis président de l'Interafricaine socialiste. À notre dernière session au Sénégal, mon discours a porté sur la démocratie et j'ai dit que le premier pas vers le socialisme, c'est le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le deuxième pas, c'est l'établissement d'un régime multiparti, n'est-ce pas, avec la séparation des pouvoirs. Vous me direz qu'en Côte d'Ivoire, c'est le parti unique, qu'au Cameroun, c'est le parti unique. C'est le parti unique pratiquement partout, à l'exception, effectivement, du Sénégal. Oh non, non, non. Non, mais enfin, disons, je parle d'Afrique francophone. Dans l'Afrique francophone, oui, mais, car il y a un mais. En Côte d'Ivoire et au Cameroun, les droits de l'homme sont respectés. Il y a des élections régulières et actuellement, justement, il se propose, pendant la décennie 1980, d'établir un régime multiparti. Vous pensez que la démocratie de type occidental, justement avec les régimes multipartis, peut intervenir progressivement en Afrique au cours de ces prochaines années? La démocratie de type africain, autrefois. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie de type africain? Mais justement,
vous avez vu l'ambassadeur du Sénégal, n'est-ce pas? Je vous ai dit que sa famille fournissait les premiers ministres du royaume du Sine. Je prends un royaume comme le royaume des Sérères, les royaumes du Sine. Vous savez, le roi avait un conseil et il ne faisait rien sans consulter ce conseil, et il y avait les représentants de tous les groupes socio-professionnels. Comme vous dites, aujourd'hui, il y avait les représentants de la noblesse, les représentants des paysans, les représentants des artisans, les représentants des esclaves de case. Donc, il n'y avait jamais de décision sans délibération. Et actuellement, par exemple, je fête cette année le 52e anniversaire de mon entrée aux étudiants socialistes. Mais je suis un chrétien catholique pratiquant. Tous les dimanches, je lis ma messe, n'est-ce pas, dans le texte latin, dans ce merveilleux latin de Saint Jérôme. Mais cela étant, nous avons fait une relecture négro-africaine de Marx et d'Engels. Marx nous dit que l'athéisme n'est pas nécessaire à son système, n'est-ce pas? Et nous avons retenu ce qui était assimilable par nous. Vous pensez qu'il faut faire une relecture africaine de tout ce que l'Occident peut vous amener? Mais exactement, nous faisons une relecture africaine de tout ce que l'Occident peut nous amener. Par exemple, à Dakar, les élèves de l'enseignement secondaire, les sections littéraires, ils doivent faire obligatoirement une langue classique, latin, grec ou arabe. Dans notre département de langues anciennes, n'est-ce pas, nous faisons une relecture négro-africaine de la langue et de la civilisation grecque, et nous avons découvert 8 à 9 dieux du panthéon hellénique qui sont noirs, comme Cybèle, la déesse de la fécondité, comme Circé, l'enchanteresse, etc. Mais Monsieur le Président, est-ce que les jeunes intellectuels africains ne vous reprochent pas justement de trop pousser le grec, le latin, c'est-à-dire ce qui était appartenant beaucoup plus à la culture occidentale? Est-ce qu'un jeune Africain a besoin du grec et du latin? Oui. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est que la négritude? Je rappelle qu'en 1937, j'étais un jeune universitaire, agrégé de grammaire. J'ai fait une conférence où je préconisais le retour aux langues et civilisations négro-africaines. Mais aucun intellectuel ne m'a approuvé. Ils ont réagi en disant « Maintenant, il est professeur de latin et du grec et il nous ramène aux langues négro-africaines. » Mais qu'est-ce que nous défendions? Dans les années 1930, quand nous avons lancé le mouvement, nous disions que le préalable de l'indépendance politique, c'était l'indépendance culturelle, en quoi nous étions opposés aux marxistes-léninistes qui disaient qu'il fallait faire la révolution et tous les problèmes allaient être réglés. Mais comme nous le faisait remarquer notre professeur d'anthropologie dans les années 1930 à l'Institut d'ethnologie de Paris, en nous montrant une map monde, il nous disait, vous voyez, aux latitudes de la Méditerranée, tout autour de la Terre, c'est là que sont nées les premières et les plus grandes civilisations depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à l'est de l'Inde, métissage biologique et culturel entre blancs et noirs. Depuis la Birmanie, métissage culturel entre noirs et jaunes. Et il nous citait la Grèce, Sumer, le Rome, les Arabes, la Renaissance italienne. Et aujourd'hui encore, je vous l'ai dit, l'esthétique d'aujourd'hui, c'est une esthétique marquée par le saut de la négritude. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes conséquents avec nous-mêmes. Nous croyons au métissage culturel, le métissage biologique se faisant tout seul. Nous n'avons pas à nous en occuper. Actuellement, qu'est-ce que nous préconisons au Sénégal? Qu'est-ce que j'ai préconisé? C'est de nous enraciner
dans les valeurs de la négritude, n'est-ce pas, en ressuscitant nos langues. Parmi nos 23 langues, nous avons choisi 6 langues nationales. Et nous sommes en train de les expérimenter à l'école primaire. Quand le système sera mis au point, l'élève, la première année, apprendra à lire et à écrire dans sa langue natale. La deuxième année, il commencera le français. Vous voyez? Et aujourd'hui, n'est-ce pas, nous devons, comme le français, notre langue de communication internationale est une langue romane, il faut que la deuxième langue soit une langue d'origine germanique. Les élèves ont à choisir entre l'anglais et l'allemand. Nous sommes pour le métissage culturel. Il faut donc nous enraciner dans les valeurs de la négritude et nous ouvrir aux autres valeurs. J'aimerais, si vous voulez, aborder un autre point avec vous, tout en restant encore sur l'Afrique, c'est le développement de l'islam en Afrique. Vous êtes chrétien, minoritaire au Sénégal, puisque les chrétiens sont minoritaires. Est-ce que vous êtes inquiet du développement de l'islam en Afrique, et notamment d'un certain islam intégriste? Bon, d'abord, une erreur. J'ai dit tout à l'heure que les chrétiens représentaient 10%. Non, les chrétiens représentent 5%. Les musulmans sont 85%. Je ne suis pas du tout inquiet du réveil de l'islam dans les pays du tiers-monde en général, dans le Sénégal en particulier, parce que avec ce réveil de l'islam, il y a également un réveil chrétien, un réveil catholique. Actuellement, le grand séminaire au Sénégal est plein. Je lisais encore dans notre quotidien national que dans un seul diocèse, cette année, où il y a peut-être 100 000 habitants, ils ont ordonné 5 prêtres. Donc, si vous voulez, le réveil de l'islam, comme le réveil chrétien en Afrique, est une réaction spiritualiste contre le matérialisme de l'Occident. Mais quand il prend des formes comme ce réveil de l'islam, comme il peut les prendre en Iran, ou comme il peut les prendre sur un plan politique à travers un homme comme Kadhafi, cela ne vous inquiète pas? Là, on se sert de l'islam à des buts politiques et nous sommes contre ça. Et c'est la raison pour laquelle, au Sénégal, il n'y a pas de problème religieux ou racial. L'autre mois encore, le président de la Fédération des associations islamiques est venu me dire comment il avait organisé des rencontres régulières entre musulmans et chrétiens. Vous êtes très pratiquant. La foi est une chose très importante dans votre vie quotidienne? La foi est une chose importante dans ma vie quotidienne. Je prie, en latin d'ailleurs, n'est-ce pas, le matin au réveil et le soir avant de me coucher. Vous voyez, par exemple, à la deuxième tentative de coup d'État, le soir, je me suis mis à genoux, j'ai fait ma prière et je me suis reposé en paix. À 5 heures du matin, on a frappé à ma porte, on a dit il y a une délégation de l'armée. Je me suis levé, j'ai mis ma robe de chambre, je suis descendu avec ma constitution et j'ai expliqué pendant une demi-heure à la délégation. Ils ont dit, nous avons compris, le problème était réglé. Bien sûr, qui veut la fin, veut les moyens. J'ai essayé d'assimiler l'esprit de méthode et d'organisation de l'Europe, mais il y a la foi. Vous comprenez, les problèmes ne sont pas aussi simples. Et encore une fois, nous sommes socialistes. L'émission avant, j'aimerais aborder encore 2 thèmes avec vous, si vous voulez. C'est tout d'abord la poésie. Comment vous avez réussi à concilier, parce que nous en avons parlé dans l'émission, mais j'aimerais quand même y revenir, comment vous avez réussi à concilier la vie politique et la poésie? J'entends par là, comment est-il possible d'être à la fois président de la République et d'écrire et de consacrer encore un temps à son œuvre? D'abord, je dirais que c'est des complémentarités. Par exemple, si je n'avais que l'enseignement, ça finirait par être ennuyeux. Alors, quand j'étais professeur, j'avais l'enseignement et la poésie. Et après, j'ai eu la politique et la poésie. Vous voyez, c'est la diversité. Et je pense que si je n'avais pas été un homme politique, j'aurais probablement écrit plus de poèmes, mais je pense que ma poésie aurait été plus gratuite, n'est-ce pas, moins motivée. Et puis, encore une fois, ce que j'ai appris pendant mes 6 années d'études supérieures à Paris, c'est l'esprit de méthode et d'organisation.
j'ai toujours été organisé. Vous voyez, par exemple, quand j'étais chef d'État, je prenais de longues vacances. 2 mois et demi. Et pendant mes vacances, j'écrivais le matin, l'après-midi, n'est-ce pas? Je faisais du courrier et je lisais. Et je lis beaucoup en voyage, vous voyez. Et actuellement, j'ai la même organisation et je me cultive aussi de mon corps. Par exemple, même quand je suis en voyage, maintenant je fais la grasse matinée. Autrefois, je me levais à 5h30. Maintenant, je me lève à 6h. Je fais une demi-heure de culture physique et quand je suis à Dakar, j'ai encore le 20 minutes de... Notation comme on a vu tout à l'heure. Exactement. Donc, je suis en bonne santé et je travaille le matin et l'après-midi, je fais autre chose. Vous comprenez? Oui. C'est un divertissement. Vous avez, en tant que poète, été consacré par de très nombreux prix, mais il y a un prix que vous n'avez pas eu, qui est le prix Nobel. Est-ce que c'est chez vous une déception, un regret? Bon, non, en 1969, il a été question de moi. Beaucoup de journalistes avaient demandé d'ailleurs des interviews, et puis je ne l'ai pas eu. On a dit, n'est-ce pas, un de mes amis m'a dit que c'était parce que j'étais chef d'État. Bon, bien sûr, Churchill, étant Premier ministre d'Angleterre, il a eu le prix Nobel de littérature. Vous pensez s'il était plus influent qu'un petit chef d'État sous-développé? Non, je n'ai pas été déçu. Non, au contraire, vous voyez, ça aurait été trop facile d'être lauréat. Remarquez, quand je pense à la France, Sully Prudhomme, qui a eu le prix Nobel. Alors ça vous console de n'avoir pas le prix Nobel parce que ce n'est pas un grand poète. Et je n'en veux pas du tout au jury du prix Nobel. Ils ont leurs critères. J'aimerais, si vous voulez, vous poser une... J'aime avoir des épreuves. J'aime ne pas toujours avoir satisfaction. J'aime pouvoir avoir de la malchance. Parce que jusqu'ici, j'ai eu trop de chance. Alors j'aimerais, si vous voulez, vous poser une dernière question. C'est quelle image souhaitez-vous laisser dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de votre pays, celle du père de l'indépendance ou celle d'un poète? Qu'est-ce que vous voudriez voir écrit, si j'ose dire, dans les livres d'histoire de votre pays? Je veux rester dans les livres d'histoire comme un poète. C'est pas une coquetterie intellectuelle, ça? Comme un poète et qui a contribué à créer la civilisation de métissage que sera la civilisation de l'universel. Non, ce n'est pas une coquetterie. Pas du tout, je vous dis, je suis très ambitieux, mais sur le plan littéraire. Eh bien, Monsieur le Président, je vous remercie. Il nous faut malheureusement rendre l'antenne au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté de venir avec moi dans ce studio pour évoquer votre destin et votre conviction profonde. Merci de tout ce que vous nous avez dit ce soir. Bonsoir. Fidèle à lui-même, M. Senghor, lorsqu'il s'accorde un moment de détente, choisit les loisirs actifs. On tire au sort dans son escorte l'honneur d'échanger quelques balles avec lui sous le regard bienveillant de son épouse et de sa secrétaire. L'alerte septuagénaire se défend, ma foi, fort bien. Il y a une chose que vous aimez beaucoup en Normandie, m'avez-vous dit, c'est la lumière. Ah, c'est la lumière. Pas la lumière du mois d'août, mais la lumière de septembre, une lumière transparente. Et entre 18 et 19 heures, nous sommes là, sur la pelouse. Et si vous voulez, je regarde la lumière et je suis heureux. Et je m'imagine que la lumière du paradis doit être de cette qualité. Naturellement, comme toujours, je fais le rapport entre la transparence de la lumière au Sénégal après la pluie d'hivernage et la transparence de la lumière en Normandie en septembre. Et il y a quelques 4500 kilomètres qui nous séparent et qui nous unissent en même temps. Le 7 juin 1981, coup de tonnerre dans le ciel bleu. Philippe, le fils chéri, l'enfant unique de Colette, l'aimé,
Philippe meurt à Dakar après un accident de voiture. Je pense que le plus grand malheur, c'est de perdre son fils. Aucun mot ne peut consoler. Heureusement. On s'entretient en Wolof. M. Senghor prête une extrême attention aux propos de son hôte. La courtoisie africaine trouve comme un cadre naturel dans ce décor emprunté à une autre noblesse, celle des ancêtres normands de Mme Senghor, propriétaire de cette demeure. Léopold Senghor a dû attendre plus de 20 ans pour pouvoir épouser religieusement Colette Hubert, sa seconde femme. Au terme d'un long procès devant les instances ecclésiastiques, son union avec Ginette Eboué, la mère de ses 2 premiers fils, fut déclarée nulle par Rome. Le fait n'est pas fréquent dans l'Église catholique. Parmi les portraits de famille, une photo surprend. La voici. J'ai laissé la photo du Shah d'Iran pour montrer que je suis fidèle à mes amitiés. Mais après la chute du Shah d'Iran, j'ai dit que je ne le reniais pas, que c'était mon ami. Il n'était pas parfait, mais son grand mérite avait été de vouloir moderniser l'Iran. Avez-vous été un peu scandalisé par une sorte de trahison dans l'amitié dont ont fait preuve un certain nombre de personnes, avec par exemple le Shah d'Iran? Ah, mais bien sûr, je suis toujours scandalisé par la trahison. Et je pense que cette fidélité dans l'amitié, ce sens de l'honneur, c'est capital pour moi et c'est très sénégalais. C'était de mon programme que je peux être efficace. Vous n'avez jamais vu l'angoisse de la page blanche? Devant une dissertation, devant un discours discursif, oui, mais pas devant un poème. Et votre inspiration vous tient compagnie à coup sûr chaque matin. Vous arrivez là et ça y est, vous pouvez écrire, vous pouvez créer. Seulement, j'ai d'abord senti que le poème était mûr, que l'enfant était prêt à naître. Le premier jet est très rapide. Je ne réfléchis pas. Je ne me demande même pas qu'est-ce que je veux dire. C'est après seulement qu'en me relisant, je découvre ce que je voulais dire. Mais l'essentiel n'est pas dans ce qu'on écrit. L'essentiel est dans la manière que l'on écrit. Le Peul du Sénégal définit le poème des paroles plaisantes au cœur et à l'oreille. Un visiteur s'est annoncé, surprise. C'est un notable religieux venu tout exprès d'Afrique pour rencontrer qui au fait? L'ex-président, le poète, disons tout simplement l'aîné, le sage. L'accueil est fraternel. L'hommage de ce musulman est d'autant plus remarquable que Senghor le Sérère appartient à la minorité confessionnelle dans son pays. Les chrétiens ne représentent en effet pas plus de 10% de la population sénégalaise. Verson, tout à côté de Caen. C'est dans cette demeure que depuis plus de 20 ans, Léopold Sédar Senghor vient goûter au charme de l'été normand. Pouvait-on hier parler de vacances pour le président? Peut-on aujourd'hui parler de repos pour l'homme d'État en retraite? L'esprit de méthode et d'organisation ne désarme jamais. Je suis resté très paysan. Je me lève à 6 heures du matin. Et à 8h30, je descends dans ce bureau pour travailler. Et je travaille de 8h30 à midi avec une pause à 10h. J'en profite pour faire un tour de jardin, un tour de parc avec ma femme. Et ensuite, après la promenade, j'écris des œuvres où intervient la raison discursive. Actuellement, je suis en train d'écrire une préface pour le fameux discours de Rivarol sur l'universalité de la langue française. On m'a demandé de préfacer une nouvelle édition. Naturellement,
je fais de ce discours une lecture négro-africaine comme toujours. Et l'après-midi, de 2h30, de 14h30 à 16h, 16h30, je fais mon courrier. Et de 17h à 19h, je corrige le manuscrit de Liberté 4 que je vais donner à l'imprimeur à la fin de l'année. C'est grâce à cet variement que nous sommes la foi, que nous avons la foi, que nous sommes des chrétiens. Et le Christ nous a promis la résurrection. Et c'est cela qui nous console. Et d'autre part, j'écris pour perpétuer la mémoire de Philippe. Ma femme garde le poème, le manuscrit, toutes les versions du manuscrit, et actuellement, elle est en train de réunir les souvenirs de Philippe, et c'est la plus grande consolation. Ce sera la plus grande consolation pour elle. Hors de ce fait que nous espérons le revoir au jour de la résurrection des morts. Il n'y a pas eu une trace de révolte chez vous lors de la mort de Philippe? Si, naturellement. Et vous vous en apercevrez en lisant le poème. Quand le médecin nous a dit « il n'y a plus rien à faire », ma réaction, ça a été dit « ce n'est pas possible, mon fils n'est pas mort ». Et sa mère, est-ce qu'elle a accepté comme vous? Sa mère a d'abord été très courageuse, plus courageuse que moi. C'est maintenant qu'elle fait de la dépression, maintenant qu'elle retrouve la